Tu vas encore me faire enjamber la capote à 100 à l'heure au risque de me rompre le cou. C'est cruel et dangereux. Ralentis de grâce, ralentis, crie Placide. Moi, ralentir? Ma casquette! Enfin, tu es dans le speeder. Bien. Maintenant, attention à la manœuvre. La nourrice de 50 litres se trouve sous la banquette arrière. Y es-tu? Bien. Je te surveille dans le rétroviseur. Prends l'entonnoir coudé. Là-tu. C'est parfait. Alors, troisième opération. Penche-toi au-dessus de l'aile droite de la voiture. Ta droite n'est pas à gauche. Ne tombe pas. Dévisse le bouchon en voltige. Mais non, tu ne risques rien. Retiens-toi simplement avec le pied et accroche-toi avec la main gauche pendant que tu es dans le vide. Bravo. Tu vois, Placide, comme c'est enfantin de gagner 10 minutes. Gagner 10 minutes, c'est tout Paul Morand. Jacques Laurent, vous qui avez connu Paul Morand, qui est académicien français, vous savez qu'il fut lui-même un homme pressé dans sa vie et dans son style. Est-ce que vous pensez que ses idées aient vieilli ou qu'elles restent classiques? Non, il ne peut pas vieillir parce qu'il est né classique, il mourra classique. Simplement, le monde de Paul Morand n'est plus le nôtre puisque Paul Morand a assisté à la naissance de tout ce à quoi nous sommes habitués maintenant. Nous sommes habitués à la vitesse et même on peut dire que sur les routes où il y a tellement de voitures maintenant, on fait moins de vitesse que sur les routes de 1920, bien que les moteurs soient plus perfectionnés aujourd'hui. Morand a été le chantre de tout ce qui naissait, de la rapidité avec laquelle on partait brusquement pour l'Amérique, de la possibilité de déjeuner à Paris et de dîner à Londres. Et il a été émerveillé par la possibilité, en somme, de multiplier la vie. Tout son roman, ses essais, tournent sans arrêt autour de cette possibilité quasi divine qui a été donnée à l'homme grâce à la technique d'avoir 10, 15, 50 vies au lieu d'une seule. C'est vraiment curieux, pensait Pierre. J'ai pris successivement un omnibus, un express, une auto rapide et un avion dernier cri. C'est-à-dire que j'ai chaque fois augmenté l'allure et plus je file, plus les choses paraissent s'immobiliser. Nous faisons du 500 à l'heure et il me semble que ça n'avance plus. Je suis ici suspendu en un arrêt total, détaché du monde. Tout devient sempiternel. La vitesse nous lui demande de m'envoyer en avant de moi-même. Paul Morand dit quelque part que la véritable vitesse, ce soit la vitesse de l'esprit. Oui, mais certainement que dans Paul Morand, il y a eu cette idée que la vitesse, c'était au fond l'Europe face aux vieilles civilisations orientales qui aimaient que la dignité, alors que lui était un homme qui a quelque chose du Bouddha dans son aspect, mais qui adorait la rapidité et qui l'a cultivé dans toutes ses phrases. Il est impossible de savoir, quand on commence un paragraphe de Paul Morand, à quelle idée on va se trouver quand on est à la dernière phrase. Quand on rencontre Paul Morand, il est impossible de savoir si dans une minute, il ne va pas vous avoir quitté, tandis qu'il dit au revoir en 10 secondes. Parfois, les cheveux retenus par l'élastique des lunettes noires, le visage enfoui dans le renflement du tablier qui lui faisait comme un étrange nez de tôle, le prince donnait un coup de frein et s'arrêtait. Pourquoi allons-nous si vite, demandait-il, puisque nous ne nous rendons nulle part? Pour avoir frais, et aussi parce que notre époque est un sauve-qui peu général, monseigneur, et que les plus mobiles d'entre nous, seuls, se tireront d'affaire. Le mythe de la vitesse était, pour Paul Morand, lié à l'automobile. L'avez-vous connu au volant de ces Hispanos Suiza, de ces Bugatti fameux? Non, ça c'est l'époque de l'avant-guerre, où je n'ai pas connu comme Paul Morand, je l'ai connu après, mais toujours conducteur. Je n'ai pas fait beaucoup de route avec lui, mais je me le rappelle avec des voitures nerveuses, à Paris, filant d'un point à un autre par le plus court chemin, rapide à démarrer, rapide à s'arrêter, rapide à dire au revoir. Peu de temps auparavant, Swift avait atteint la vitesse de 882 km à l'heure, soit 245 mètres à la seconde. Il avait non seulement rapproché la Terre de l'air et l'auto de l'avion et du son et de la lumière et de toutes les choses immatérielles qui se transmettent et se propulsent avec une liberté supérieure, mais il s'était ainsi acquis droit souverain sur tous les sportsmen et aussi sur tous les hommes pressés de l'univers qui, comme vous, monsieur Pierre Niox, doivent le reconnaître pour roi. Paul Morand a-t-il eu une influence automobile sur la génération des jeunes écrivains qui l'ont suivi? Il a surtout eu l'influence d'un si grand écrivain et si proche de nous et si moderne par tous ses caractères sur les jeunes gens que nous étions, c'est-à-dire une influence quand même intellectuelle sur Nimier, sur Blondin, sur Michel Déon, sur moi. Alors vous me demandez automobile. Oui, mais dire influence de la vitesse serait plus juste, vitesse d'esprit, passer d'une idée, d'une sensation à une autre. En cela, il a été notre maître, ne pas s'attarder, ne pas flâner. Ce coup de la taquinerie, ce petit sadisme humoristique, était le dernier reste d'une blessure que l'indifférence du dandy n'arrivait pas à cacher. Il a séduit la mort comme il les tombait toutes, nous laissant l'agonie. Je l'entends me dire, vous êtes encore là, l'homme pressé, c'est moi. Chaque semaine, je passe sur l'autostrade de l'Ouest.
On ne réparera jamais pour moi certaines 3 bornes après certains taillis en arrivant sur le pont de Garches. Et, comme dans la 300 SL que Roger Nimier aimait bien, je force sur la pédale pour lui faire plaisir. On ne peut pas dire qu'il ait eu des disciples, il a eu des amis passionnés comme nous, et parfois des imitateurs. Il n'a pas formé une école, car il était lui-même né de génération spontanée. Paul Morand est un homme seul qui ne ressemble à aucun des écrivains qui ont commencé d'écrire en même temps que lui. Il ne ressemble ni à Monterland, ni à Cocteau, ni à Mauriac, qui sont des élèves de Barès. Il ne ressemble même pas à Giraudoux, qui était son meilleur ami. Il ne ressemble à personne. Paul Morand est un bolide, et les bolides roulent seuls. À ce moment, Pierre entrait dans un virage après un bond. Les phares de la voiture prirent dans leur champ une masse carrée, immobile, mauvaise. C'était un gros camion sans feu arrière, arrêté sur la route. Pierre bloqua ses freins à 30 mètres. Ils en furent quittes grâce à ses réflexes pour une aile toute neuve qui sentait encore bon l'atelier et la peinture à la cellulose. Où y a-t-il un garage à cette heure? Tu en trouveras bien un demain matin. Mais jusque-là, installe-toi dans ce qui reste de la voiture, prends mon par-dessus. Et toi, où vas-tu donc? À Paris, fit Pierre simplement. Tu ne voudrais pas que j'attendisse? Jacques Laurent, est-ce que vous ne pensez pas que depuis Morand, Nimier, Cocteau, la mythologie de l'automobile est devenue un peu dérisoire? Je pense au dernier livre de Maurice Ponce où son héros mange sa voiture à la fin. Oui, il est bien certain que la généralisation de la voiture l'a fait sortir de la mythologie, précisément. Ce n'est plus un engin mythologique. Il ne peut plus accéder à un flamboiement que quand des étudiants font les feux de joie avec. Et la vitesse continue d'exister, mais elle n'est plus synonyme de voiture. D'ailleurs, on vante le confort d'une voiture maintenant plus que sa rapidité. Donc le grand thème de Morand, le grand thème de Nimier aussi, qui liait la voiture à la vitesse, est peut-être altéré, mais ce sera à travers d'autres engins ou à travers d'autres idées que leur thème éternel de la multiplication de la vie par la vitesse subsistera. Les machines sont des esclaves nécessaires, mais qu'on aurait dû surveiller de très près. Cessons de célébrer les inventeurs, ces bourreaux, et surtout limitons-les. Bientôt, rien d'immobile n'existera plus. Très souvent, on a mis des étiquettes sur Paul Morand pour le cataloguer, sans grand succès, parce que cet écrivain a la facilité déconcertante et qui en plus était pris d'une constante bougeotte cosmopolite, parce que cet écrivain déroutait. Précisément pour Marcel Schneider, qui vient de faire paraître aux éditions Gallimard une étude sur Morand, l'homme pressé d'avant la guerre n'était peut-être pas célébré à sa juste mesure. Au début, c'est-à-dire dans les années 25, on l'a admiré pour de mauvaises raisons. Ce soir, le propos de notre émission n'est pas de tenter un portrait d'auteur sur pied, ni d'entamer un bilan littéraire, mais de poser principalement une question. Derrière le Morand brillant, très connu, n'y aurait-il pas toujours eu un Morand sombre, et peut-être particulièrement sombre? Ginette Guitarouviste, à qui l'on doit un essai sur Morand aux éditions universitaires, a là-dessus une idée bien précise. Morand a été un bon fabricant de nouvelles, un bon artisan de la nouvelle, parce qu'il s'ennuyait. En plus, on vient de découvrir un nouveau Morand, l'historien, l'auteur de Mon plaisir en histoire. Et les pages qu'il écrit sur l'histoire ne ressemblent absolument pas aux pinceaux plus ou moins synthétiques très à la mode. Là encore, Morand frappe. Daniel Bourruau nous dira pourquoi. Il écrit une histoire qui embête d'ailleurs beaucoup les gens dont c'est le métier. En fin de compte, s'il y a un écrivain pour qui les apparences sont particulièrement trompeuses, c'est bien Morand. J'ai été en grande partie l'homme pressé que j'ai décrit dans un roman, et maintenant je suis certainement l'homme qui se tait. Et si je parle, c'est derrière un masque. Ben oui, j'ai écrit parce que je ne pouvais pas parler. Notre dernier invité, Jean-Louis Bory, a lui aussi été agacé par le Morand première manière. Je me suis longtemps tenu à l'écart de ce Paul Morand-là, parce que je dois dire qu'il m'agaçait. Il représentait pour moi, qui était cagneux à Henri IV, le côté Sciences Po, c'est-à-dire le côté parapluie roulé noir, et le côté chapeau à bord roulé noir de la littérature française. Et puis j'ai été flairé du côté des œuvres de Morand, et ce qui m'a frappé, c'est une odeur de cigare anglais,
de cuir de haut luxe avec du scotch aussi de haut luxe. Et ça, c'était pas du tout, enfin, c'était pas du tout mes plates-bandes, c'était pas mon carré de laitue. Par conséquent, je tenais Morand, si vous voulez, comme un écrivain estimable, mais très lointain. Et puis, un jour, nous nous sommes rencontrés d'une façon très curieuse, c'est-à-dire à l'intérieur d'Eugène Sue, si je puis dire. Eugène Sue a deux personnages en lui. Il a en lui un dandy, amateur de chevaux, membre du Jockey Club, le côté Morand d'Eugène Sue. Et puis, il y a à côté de ce personnage-là, un bon garçon à enveloppe épaisse, qui est attiré par les idées des socialistes 48, qui était le côté, moi, le côté Bory d'Eugène Sue. Alors, quand j'ai écrit Eugène Sue, j'ai vu ces deux côtés-là. Morand m'a écrit, il s'était reconnu dans l'amateur de cheval, et on a recollé les deux moitiés d'Eugène Sue, c'est-à-dire que j'ai vu Paul Morand. Et là, j'étais fasciné par un personnage que je n'avais pas vu, ou du moins que je découvrais sous ce prince des années 25 qui m'agaçait. Et c'était un personnage que je trouvais très fraternel. C'est-à-dire quelqu'un, si vous voulez, qui est constamment inquiet, l'écrivain de l'inquiétude. L'inquiétude, un mot que Paul Morand n'aimerait sans doute pas entendre prononcer à son endroit. L'inquiétude est le thème de Tais-toi, roman du silence. Mais le mutisme est-il pour le héros une cachette vraiment très sûre? C'est un homme qui se cache, et ensuite c'est un homme qui ne peut pas parler. C'est son drame. Il a traversé des différents milieux sociaux sans parler, toujours sur le poids d'une contrainte sociale, qui répète toujours à l'oreille « tais-toi, tais-toi, tais-toi » dans tous les milieux. Et enfin, il rencontre une femme. Il dit « là, c'est l'amour, je vais pouvoir parler ». Et commence le drame que vous retrouvez dans tous les romans d'aujourd'hui, c'est l'impossibilité des êtres de communiquer entre eux. Ce n'est pas le drame bourgeois ordinaire où on commence à se prononcer des mots d'amour, où ensuite on fait la causette pendant une trentaine, quarantaine d'années, après quoi on plonge son nez dans le journal et on ne se parle plus. Non, c'est un homme qui se réserve, comme la plupart des hommes, une zone d'ombre où la femme veut entrer et où il veut rester seul. La femme ne peut pas supporter ça. Je m'excuse auprès des téléspectatrices, mais le vrai régime totalitaire, le seul que j'ai connu, c'est la femme. Ce vide me tue, Frédéric. J'ai besoin d'entendre ta voix. Si tu n'as rien à me dire, lis-moi une page de l'annuaire des téléphones. Dis-moi qui tu es, qui sont tes amis, tes travaux. Où fuis-tu? As-tu peur? Peur de quoi? Quelle est ton infirmité? Es-tu vrai ou seulement un figurant? Vis-tu? Ou rêves-tu seulement, trop content que je ne sois pas dans tes rêves? Cette histoire sans parole va-t-elle finir? Vous lui avez dit tout cela, s'écria Silver horrifié. Ah non, je n'aurais pas osé. Je lui ai seulement dit, embrasse-moi. C'est une aventure, un personnage de comédie Dickens, je ne me rappelle plus lequel, c'est Pickwick et autres, et il voit la mer pour la première fois. Il dit, que d'eau, que d'eau. Et alors, son camarade lui dit, et encore, vous ne voyez que le dessus. Le silence est en dessous. Le dernier jour de l'Inquisition se passe à Lima en 1813. C'est un homme qui est à moitié indien et à moitié espagnol, et qui la nuit rêve, et dans ses rêves remonte tout son passé d'Indien. Il a épousé une femme qu'il aime beaucoup et qui le croit possédé du diable parce que la nuit, elle l'entend parler avec une voix de perroquet, ses fameux rêves inquiétants. Et c'est elle, finalement, qui ira le dénoncer à l'Inquisition parce qu'elle le croit possédé du diable. Donc il y a là un premier problème posé par Morand. Cette femme qui aime son mari ne comprend pas son mari. Quelquefois, à l'aube me réveillant et la croyant encore endormie, je me tournais vers elle. Elle avait les yeux ouverts et l'effroi peint sur le visage. Je craignais de la perdre davantage en provoquant une explication. Tant que certains mots ne sont pas dits, on peut encore espérer. Don Esteban, de son côté, cherche pour quelle raison cette femme lui échappe et il croit qu'elle a un amant. Il s'égare complètement dans la jalousie, lui aussi se trompe sur la personne qu'il aime. Ça, c'est un premier climat oppressant, Morand. Et certain, il le dit à mots couverts, comme toujours, que l'homme est inconnu pour l'homme. Mais il y a plus grave, l'homme ne se connaît pas lui-même, car Don Esteban ignore jusqu'à la fin qu'il a ses rêves la nuit et qu'il parle de cette voix de perroquet dans une langue qui n'existe pas, dans une langue qui est une langue, justement, une langue des rêves.
Alors ça, c'est le deuxième problème posé par l'Inquisition, l'homme inconnu de soi-même. Et le troisième problème posé par le dernier jour de l'Inquisition, qui est, je crois, le plus important pour Morand, c'est le problème de la mainmise sur les rêves, soit par la psychanalyse, qui aliène l'homme et qui finalement, très souvent, le rend plus fou qu'il n'était avant parce qu'elle amène à la surface. Il est certain qu'il faut être très fort pour être silencieux. Il est certain que parler est une purge. Les confessionnaux, la psychanalyse, tout le prouve. Je suis convaincu que Morand, là, comme il l'a très souvent fait, a transposé à Lima du Pérou en 1813 des choses qui l'ont beaucoup frappé et qui sont passées en URSS au moment des aveux spontanés de Moscou. Il veut montrer que la dernière liberté de l'homme, la liberté de rêver, lui sera enlevée dans le monde qui s'annonce. Historien du temps présent, Paul Morand est aussi un chroniqueur du passé. Et sa vision de l'histoire est romanesque parce que c'est la vie même. Pourtant, historiens et romanciers ne devraient pas être des rivaux ombrageux. Ils ont d'abord fait autrefois un très beau ménage, puisque Chateaubriand des Martyrs, puisque les scènes de la Renaissance de Gobineau, puisque le Charles IX, la vie de Charles IX de Mérimée, c'est tout de même une espèce de mariage de l'histoire et de la littérature. Et puis alors est arrivée l'école germanique de 1870, où il n'y a plus que l'affiche, mais tout de même, alors, l'histoire est là, une espèce de galerie des bustes très froide, et je crois que les écrivains de notre époque ont un peu épousseté cette galerie des bustes. Et je ne crois pas du tout que c'est parce qu'ils sont au bout de leur talent, mais qu'ils sont justement en plein renouvellement, dont l'histoire tire le plus grand profit, que des hommes comme Anouilh au théâtre, comme Giono dans l'Italie où il renouvelle Stendhal, comme Aragon dans La Semaine Sainte, ont trouvé un débouché nouveau pour un talent très original. Eh bien, je crois que l'histoire, je sais bien qu'il y a des historiens, les plus grands historiens, à mon avis, ce sont des poètes. C'est Shakespeare et un homme qui a la chance d'être à la fois un historien et un poète, qui est Michelet. Mais ensuite, je crois qu'on peut retrouver à l'heure actuelle un heureux mariage entre les deux genres. Les prises de vue nouvelles qu'un romancier peut apporter ne sont pas négligeables et sont négligées trop souvent par les historiens. Pour ce que Morand n'a pas vu, eh bien, il utilise beaucoup en histoire les mémoires et les lettres. Et ça, c'est la vraie histoire, parce que on ne peut pas juger les époques avec nos idées du jour ou de la semaine ou de l'année. C'est pas possible. En tous les cas, on ne fait valablement de l'histoire qu'en se plongeant dans la matière brute, dans le climat, dans le bain d'un temps et même dans la vie de l'homme dont on fait la biographie. Le prince de Ligne est un personnage charmant, c'est un personnage démodé, mais enfin ce n'est pas un maître à danser, ce n'est pas un maître à penser, c'est un professeur de maintien moral, avec une pudeur comme il y en avait si élégante comme il n'y en avait qu'au XVIIIe siècle. Ce qui m'a attiré dans le prince d'Énigme, c'est une phrase. Il parle des Atrides. Et au lieu de dire « cette famille maudite », comme aurait dit un romantique, il dit « cette maudite famille ». Quand il écrit sur l'histoire, Morand fait comme des plongées photographiques dans le passé. Tout le temps. Oui, mais ce qui est prodigieux, c'est qu'il puisse. C'est très difficile. C'est un art absolument unique. Je ne crois pas que j'ai vu ça. C'est un voyageur. Et c'est un voyageur qui n'essaye pas d'implanter dans l'époque où il se trouve, puisqu'il voyage dans le temps, les idées qu'il a aujourd'hui ou les idées que les gens ont aujourd'hui. Ça, c'est sa grande puissance, c'est sa grande lucidité. Il ne juge pas les Habsbourg selon des points de vue de radical 1920 ou 30. Il juge les princes et les ducs comme s'ils étaient de leur monde, n'est-ce pas? Ce qui m'a frappé, ce qui m'a intéressé le plus, c'est que c'était des féodaux. C'est un régime féodal qui, en réalité, a duré, que nous avons vu durer, que nous avons vu mourir, qui a duré jusqu'en 1916 ou jusqu'en 1918. C'était un mélange extraordinaire de majesté et de simplicité.
Les empereurs d'Autriche se promenaient au Prater avec un parapluie sous le bras, mais il ne faut pas croire pour ça que c'était Louis-Philippe. C'était des gens qui avaient un sens inouï, malgré leur courtoisie, de la grandeur de leur maison, de la grandeur millénaire. Quand l'impératrice ne dormait pas, l'électrice lui lisait à genoux. Quand on apportait la soupe, de peur qu'il y ait du poison entre la cuisine et la salle à manger, la soupière était cadenassée. Et au vendredi saint, et j'ai vu encore ce cérémonial à la cour d'Espagne en 1918, le roi ou l'empereur avait une couronne sur la tête et il lavait les pieds de 12 mendiants. Alors, vous ne pouvez pas aller à Berlin, vous ne pouvez pas aller à Londres sans demander la permission de l'empereur. Ce n'était pas du tout un amoindrissement de nos libertés, comme nous croyons, c'était tout à fait un autre point de vue, qui est un point de vue d'ailleurs oriental. Moi, je me rappelle être promené autrefois en Russie et avoir causé avec une femme du peuple. Elle me disait, mais alors, vous allez partout, vous déplacez sans demander la permission, comme un chien. Eh bien, elle était au contraire fière d'être obligée de demander une permission et de rentrer dans un cadre social. Ce n'était pas du tout un amoindrissement pour elle. Il a recueilli récemment ses articles, ses chroniques sous 2 titres. Mon plaisir en histoire, et je suppose que mon plaisir en géographie va suivre, je vous le voudrais bien. Et alors, Morand est donc un personnage qui bouge, et c'est là, il me passionnait. Il n'est jamais, il ne connaît pas le repos, il remet tout en question, et en même temps, il le fait à toute vitesse. Il bouge, et il bouge vite. Et c'est en cela, si vous voulez, que toute son œuvre, et l'homme Morand, tient compte du temps qui coule. C'est peut-être pour ça, lorsqu'on dit que Morand est un chroniqueur, moi je veux bien apprendre que Morand soit un chroniqueur, à condition de donner à un chroniqueur un sens extrêmement profond, c'est-à-dire l'homme qui vit et écrit en fonction du temps, pour qui, si vous voulez, la date compte plus que la durée, et pour qui les passés simples l'emportent sur les imparfaits. Lorsqu'on relit des nouvelles des années 25, n'est-ce pas, de celles qui ont fait son grand succès, Ouvert la nuit, ou bien Fermer la nuit, ou l'Europe galante, il y a quelques manières, si vous voulez, quelques tournures d'esprit, j'entends, qui portent leur date. Mais il faut penser que 1925, c'est devenu un style, et un style qui est aujourd'hui très recherché et qu'on aimera surtout de plus en plus. Alors, ce qui apparu il y a une vingtaine d'années comme, disons, des choses un peu désuètes ou un peu qui faisaient sourire, aujourd'hui provoque l'admiration. Il s'est produit pour le style 25 ce qui s'est produit il y a une vingtaine ou une trentaine d'années pour le style 1900. N'oubliez pas que Paul Morand a été un des premiers à mettre en valeur le style 1900, n'est-ce pas, le moderne style, ou ce qu'on a appelé depuis le style nouille. C'est classé maintenant, et on s'aperçoit de la richesse d'invention, de la qualité, de dépouillement, de maigreur élégante, d'ellipse, de désinvolture, et de charme aussi qu'avait ce style art décoratif. Il y a une chose tout de même étonnante, Marcel Schneider, c'est que pour un homme à la mode comme est Paul Morand, c'est tout de même un écrivain qui aura impressionné 3 générations successives. Paul Morand a connu cette chose très singulière de vivre de son vivant sa postérité. Car entre, disons, 1940 et 1955, il a été ignoré, soit volontairement, pour des raisons politiques, soit simplement par la jeunesse qui n'avait pas l'occasion de connaître ses œuvres et d'entendre parler de lui dans les journaux et dans les revues. Et puis, il a refait une nouvelle carrière, mais alors cette fois, une carrière avec sérénité, avec détachement, celle qu'en général on a après sa mort. Est-ce que pour vous, Morand est déjà un auteur classique? Oui, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi? Parce que certaines de ses nouvelles ont la perfection classique. Par exemple, Milady, Parfaite de Saligny, ou bien Le dernier jour de l'Inquisition, et que celles qui sont peut-être moins réussies du point de vue formel
ont une autre sorte de réussite qui tient à leur date. Parce que elles seront 1925 comme certaines nouvelles romantiques sont 1830. Est-ce que vous croyez que Paul Morand est devenu un auteur classique de son vivant? Oui, enfin, classique, ça veut dire qu'il y a les qualités du classicisme, reconnu classicisme, c'est-à-dire en effet la concision, la précision et une certaine vitesse, le refus de toutes les incertitudes et toutes les complaisances romantiques. Ça, je crois qu'en effet que Morand est un écrivain classique. Je crois même qu'il est au second sens, c'est-à-dire un écrivain fait pour les classes. C'est-à-dire que je suis curieux de voir, j'ai fait l'expérience. Oui. Quand j'étais professeur, j'ai souvent lu des nouvelles de Morand à mes élèves pour voir comment ils réagissaient. Ils ont toujours réagi d'une façon extrêmement positive. D'abord, ça les passionnait. Et ensuite, cette espèce de vitesse mise au service d'une inquiétude, d'une mobilité extraordinaire, je me suis aperçu que ça les touchait énormément. Qu'ils sentaient une inquiétude, enfin un refus du repos qui leur était très fraternel. Morand n'est pas réconcilié avec le monde. Morand est un inquiet. Morand est un désenchanté. Morand est un mélancolique profond. Pas sceptique. Il n'est pas sceptique parce qu'il a cru profondément à des choses et qu'il voit que ces choses meurent. Je crois qu'il continue à croire en ces choses. Mais simplement, c'est que le monde n'en veut plus. Oui, je trouve que le bonheur est à la fois marxiste et socialiste, que la joie était quelque chose de hennissant, d'effréné, de nietzschéen. Et alors j'ai essayé de trouver entre les deux une position qui est la mienne dans la vie.